Transmettre le savoir-faire et l'expérience des créateurs de jardins en région Centre, c'est la vocation de Mémoire du futur, une œuvre audiovisuelle originale conçue par l'APJRC, proposant la découverte de 18 parcs et jardins. Partie de Tours, j'arrive en fin de journée à Loïs-sur-Arnon. C'est dans le Cher. À mon arrivée, j'ai vu des champs. Cela représente assez bien l'image que je me fais du Berry. Drulon est le lieu-dit où se trouvent les jardins. Il se situe sur la D951, à proximité du Châtelet. C'est entre la Châtre et Saint-Amand-Montrond. Ici, la nature est souveraine. Pour accéder au jardin, je dois suivre le chemin depuis la route et traverser le verger de Cognassier. Celui-ci m'immerge directement dans l'ambiance de ces jardins artistiques, car des sculptures l'ornent. Une fois passé l'accueil, dans l'ancienne écurie, me voici dans la cour d'honneur. Ma mission est de dresser le portrait des jardins de Drulon, ainsi que celui de ses créateurs, Piet et Nanou Hendricks. Après une nuit au calme, c'est mon premier jour de tournage. Cette matinée printanière est pluvieuse. Mais qu'importe, puisque mon guide Piet Hendricks me mène dans une salle d'exposition. Et quelle chance! Il a amené avec lui de nombreuses photos retraçant l'histoire de Drulon. Je trouve que cette entrée en matière convient parfaitement à la découverte de ce site. J'ai toujours en image la première journée que nous sommes venus, Nanou et moi, au milieu du jardin floral actuel. On a regardé le château ensemble. Donc on voit la cuisine et le bâtiment principal, avec le toit qui commence à dégrader très fortement. Le château a deux façades complètement différentes. Un côté maison bourgeoise et à l'arrière, château berrichonne, petit château berrichonne avec la tour. Nanou m'a dit, ici je pourrais vivre. En 1998, lors de leur arrivée, tout restait à faire. Le terrain s'apparentait à une friche. Une esquisse de jardin? Il n'y en avait pas. Donc là, on voit très bien qu'il n'y avait plus de jardin du tout. C'était une prairie sauvage avec beaucoup de ronces. La remise en état des bâtisses a été réalisée avec des matériaux traditionnels et en accord avec l'architecte des bâtiments de France. De plus, pour mener à bien ce projet, la région Centre a soutenu cette initiative avec un apport financier. Quand on a acheté Drulon, c'était dans les mains des héritiers de Madame la marquise de Nève. Les héritiers ont voulu vendre le château, heureusement, et la terre avec. Et c'est à partir de ce petit château prêt à devenir une ruine, les terres en friche, qu'on a commencé les travaux. La restauration du toit. Drulon a changé souvent de propriétaire et malheureusement dans l'intérieur, il n'y a plus les preuves de le début du château. Au terme de la restauration, une partie du château est devenue demeure et l'autre a été aménagée afin d'accueillir des œuvres. Les granges, fours à pain et autres sont également dédiées aux expositions. Elles servent aussi de lieu de résidence pour les artistes. L'essence des jardins de Drulon est intégrée au sein des quelques 200 hectares de surface agricole qu'a acquis la famille. De la sorte, la véritable histoire de ces jardins artistiques contemporains a commencé quand les nouveaux propriétaires ont décidé de consacrer une partie du terrain à la création de futurs jardins. C'est petit à petit qu'ils sont devenus les créateurs de ce lieu. Aujourd'hui, les 6 jardins s'articulent au sein d'un domaine couvrant une superficie de 17 hectares environ. Les espaces paysagers sont ponctués par des œuvres d'art qui sont intégrées au paysage. Quand on a vu donc l'espace autour du château, je me suis dit je veux un vrai jardin autour du château et après un espace plus libre qui ouvre la porte vers la partie naturelle. Et c'est dans cet esprit-là qu'ont été dessinés les jardins. D'après le plan, c'est au sud, là où se tiennent les bâtisses, que se trouvent les jardins structurés. Ils s'étalent sur 3 hectares.
Ils sont principalement plantés de vivaces et de rosiers. Mais il y a aussi les bulbes, les plantes grimpantes et puis des arbres, arbustes et fruitiers. Au-dessus de ces espaces, en allant vers le nord, le jardin sauvage est mi-bois, mi-sous-bois. Il laisse libre cours à son riche et authentique caractère berrichon. Les charmes et les saules s'y plaisent. Une ancienne voie gallo-romaine le traverse et mène au marais. Quand on a visité Drulon pour l'achat, on a découvert une zone très sauvage et on s'est dit si on créait des jardins ici, ça serait intéressant pour le public de montrer la nature berrichonne presque intacte. Parce que c'est vrai que partout les gens ont travaillé, il n'y a plus de la vraie nature, mais là on s'approche et ça serait bien de le montrer au public. Donc on a ouvert un chemin vers les zones très humides, le marais, et la vallée de fougères. Il y avait des fougères hautes de 2,5 mètres. Et ça c'est pour le public assez spectaculaire. Tout au nord, enfin, voici le marais. Il est de grande dimension, mais peu profond. C'était une zone très humide. Il était utilisé comme prairie, mais il y avait des flaques d'eau partout, de la boue. Et j'ai bouché les trous faits par les ragondins dans le digue, et l'eau est revenue d'elle-même. Et ça montait même plus haut, ça menaçait les chênes qui étaient sur la digue. Donc j'ai fait baisser le niveau un petit peu plus. Et maintenant on a les deux. On a une surface en eau assez grande, 6 hectares. Et les vieux chênes sur la digue sont toujours en vie et vont rester en vie. Des plantations ont été ajoutées autour et il paraît qu'à l'automne, les couleurs sont ravissantes. De fait, ces jardins sont basés sur l'alliance des deux passions de leurs créateurs. Ce sont les matières végétales et plastiques. Celles-ci sont combinées de manière naturelle ou grâce à l'intervention de l'homme. Mais alors, est-ce que les jardins, l'acquisition du château et de ses dépendances étaient un prétexte pour exposer des œuvres, au-dedans comme au dehors? Les jardins ont été créés effectivement pour mettre de l'art, pour exposer de l'art. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'amour pour le jardin que pour l'art. C'est 50-50. J'aime les deux vraiment. En plus, il y avait ma fille Marie qui voulait devenir artiste. Et pour moi, c'était donc une bonne idée de combiner art et jardin. J'ai espéré que Marie voulait reprendre Drulon. Mais elle trouve que Drulon se trouve trop isolé par rapport au centre artistique mondial comme Paris. Donc elle préfère rester plus proche de Paris et elle va me laisser Drulon pour moi seul. Je saisis qu'il s'agit d'une affaire de famille. Une famille qui n'a pourtant aucune expérience botanique. Tandis que Pete est architecte et peintre, Nanou a officié dans le domaine pharmaceutique. D'ailleurs, elle a manifesté le souhait de ne pas intervenir face à la caméra, ce que je respecte. Quant aux enfants, Peter, le fils, est agronome et agriculteur à Drulon. Marie, qui expose ici, est multiplasticienne. Et Gondjeu est dans la communication. Mais alors, comment ces jardins ont-ils vu le jour? On apprend sur le tas en travaillant dedans. Mon idée est alors de découvrir à quoi cet endroit ressemblait-il avant, quelle est son histoire, qui a fait quoi et quand. J'ai un tas de questions à lui poser. Mais d'abord, ce couple, qui est-il? On m'a dit qu'il était hollandais. Une image des Pays-Bas pour moi, des sabots. La première année, la première exposition, on pouvait encore voir tout le terrain d'un seul coup. Ça n'y est plus ce qu'on a vu juste avant, la photo d'avant. Non, après de l'eau, ouais. C'est parti où ça? C'est là,
sur le bord du bassin Miroir. C'est un sculpteur belge. Il n'est pas fréquent de créer des jardins pour l'art. Quel est ce concept? L'idée n'est pas nouveau de mettre de l'art dans des jardins. Ça existait aux Pays-Bas sur une échelle beaucoup plus restreinte. Mais j'ai toujours aimé cette idée et j'ai pu le réaliser ici. Maintenant, on a des artistes du monde entier. Ce n'est pas lié à une nation ou un pays. On choisit les dossiers par rapport à leur qualité, l'originalité. Les œuvres qui nous plaisent, surtout, ce sont des œuvres qui font rêver les gens et nous, avec beaucoup de fantaisie et des trucs qui vous donnent envie de voir plus de cet sculpteur, cet artiste. La partie jardin est donc née d'une heureuse rencontre, celle de la famille Hendrix avec les paysagistes Alix de Saint-Venant et Jacques Gérard. Pour le dessin du jardin, j'ai demandé l'aide d'un architecte paysagiste parce que j'aime collectionner des plantes. Et une collection, ça ne donne pas forcément un vrai jardin. Donc pour avoir un jardin fleuri dès l'ouverture jusqu'à la fermeture, j'ai préféré d'avoir quelqu'un vraiment expérimenté au lieu de me fier à mes propres connaissances parce que ça aurait donné vraiment un jardin de collectionneur. Et ce n'était pas le but. Les architectes paysagistes sont intervenus dans le jardin floral et le jardin de chambre. L'ouverture au public des jardins et des bâtiments est intervenue seulement 2 ans après l'achat du site, c'est-à-dire en juin 2000. Ça nous a pris environ 1 an de défrichage avec des gros matériels avant qu'on pouvait commencer à dessiner et à planter. On a pu commencer à planter qu'en mars 2000. Pour moi, c'était jamais assez vite, mais pour les entrepreneurs et les Français, c'était très vite, oui. Ça, c'est toujours mars 2000. Et tout doucement, j'ai commencé à m'inquiéter parce que l'ouverture était prévue pour mai. Je me suis dit, c'est pas possible, on va ouvrir plus tard. Donc on a mis la date de 10 juin 2000. Alors, les espaces présentés lors de l'ouverture sont le jardin floral, le jardin des chambres, le jardin sauvage et le jardin secret. À l'entrée, le jardin floral que nous allons découvrir dès ce pas. Nous sommes maintenant ici, dans l'angle droit, juste derrière l'ancienne boulangerie ou le four à pain. Si on regarde devant nous, on a les plates-bandes avec les couleurs fraîches, le blanc, le bleu et le vert, et parfois ponctué par d'autres couleurs. À l'époque, on l'appelait jardin classique. C'est vrai que c'est un patron, un dessin assez classique, mais la plantation n'est pas classique et en plus, il y avait des visiteurs qui croyaient d'aller voir un jardin à la française. Et ce n'était pas du tout le cas. Donc on a changé ce nom. Et c'est maintenant le jardin floral avec 15 parterres basés sur des couleurs. Les couleurs froides et claires à l'est et les couleurs chaudes à l'ouest. Donc il y avait cet axe-là et cet axe-là et cet axe-là. On a ajouté 3 axes, pardon. Et ça a créé les 15 parterres. Le jardin tel qu'il est maintenant répond très bien à mes vœux. Tout doucement, le jardin évolue quand même un petit peu, mais on essaye de garder l'esprit du début. Le moment optimal pour voir toutes les couleurs, c'est fin mai, début juin,
Parce qu'à ce moment-là, tous les rosiers sont en fleurs, les vivaces sont en fleurs. C'est un spectacle incroyable. Je regrette de n'avoir pas pris des photos pas assez dans le jardin floral surtout. Parce que c'est là où le changement est le plus spectaculaire. Là, la pêteuse est en train de niveler le terrain dans le jardin floral. On voit les traces du tracteur. La pose des pergolas. C'était pas évident parce que le terrain était pas 100% plat. Donc il y avait une dénivellation et ils ont eu du mal à mettre tout à niveau. Dans la foulée, direction les jardins de chambre, conçus eux aussi par les paysagistes. Le jardin de chambre, ce sont des pelouses entourées de végétaux, des arbustes et des arbres. Et chaque chambre a sa propre plantation. On le voit ici. Nous, on est venu d'ici, Oui. on s'est baladé là, On est devant le grand cercle. devant le grand cercle. Nous sommes maintenant au milieu du grand cercle. On voit très bien les viburnums en fleurs. À l'origine, il était prévu des cornus tout autour. Il en reste un qui a survécu. Tous les autres sont gelés juste après la plantation. On les a replantés, les a achetés de nouveau. On a replanté, la même histoire. On est dans le petit cercle. Et tout à l'heure, on va avancer vers le théâtre de verdure, creusé dans le sol. C'était prévu pour des pièces de théâtre. On l'a essayé 2 fois. Ça n'a pas tellement marché. Et à fur et à mesure que le drainage s'est bouché, et le bas du théâtre a pris de l'eau. Donc maintenant, là où il devrait y avoir des pièces de théâtre, il y a de l'eau avec des grenouilles. Là, on voit des têtes de chevaux de Henk van Rooij, 13 têtes, comme les 13 apôtres. Celui-là, c'est mon préféré, c'est celui au milieu, le plus coloré. Les larmes dans la cage sont du sculpteur Chartier, qui vient du nord-est de la France. Et comment les sculpteurs se retrouvent ici en fait? Comment ça fonctionne? Chaque artiste qui veut exposer à Drulon envoie un dossier ou il vient avec un dossier. S'il veut travailler sur place, il faut qu'il fasse un concept, un plan bien construit. Pour rappel et en vue d'identifier et de lier les divers espaces, c'est en remontant vers le nord que se trouve le jardin sauvage. Il introduit ensuite l'environnement du marais, qui lui revient vers le château après une longue promenade. À côté, derrière le château, le jardin du château, qui introduit le jardin secret. Le grand chêne que vous voyez là, il est mort maintenant. Déjà l'achat, on nous a dit il faut l'abattre, mais il était tellement joli que je l'ai gardé aussi long possible. Ça collecte les eaux de pluie? Oui, ça s'appelle le château d'eau. C'est une réponse au château. À l'origine, c'était prévu comme jardin privé pour faire jouer les enfants et finalement, on l'a ouvert au public pour faire passer les gens dans le jardin secret.
Ici, nous sommes dans le jardin secret. C'était à notre venue complètement envahi par des ronces et de la lierre. Ça m'a pris 3 semaines pour enlever tout ça et brûler les ordures. Et maintenant, on voit bien les murs, le toit, parce que le toit était complètement couvert. Et on voit que c'est une bonne terre ici. Le Roger Kifsgate, il monte maintenant aussi sur le toit. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce jardin secret? Le jardin s'appelle jardin secret parce qu'il est complètement emmuré. Si on ne le montre pas aux visiteurs, personne ne va le trouver. Puis il y a la cave dans laquelle il y a une installation de Marielle van den Berg. Qui est-ce qui a fait ça? C'est la même personne qui a fait les bateaux en eau, c'est Marielle van den Berg. Ça, c'est déjà 3 ou 4 ans ici. Ça marche très bien. Et puis le pigeonnier avec une installation de Mels Dees. Mels Dees, c'est un sculpteur néerlandais. Je ne suis pas tout à fait content avec le plan de ce petit jardin. Il y a trop de lignes qui bougent. On y réfléchit de refaire ce jardin. Passons désormais aux espaces créés le plus récemment. Ils se situent en face de la cour du château, au sud-est. Le jardinier de l'époque, Sébastien Colnot, a participé à la réalisation de ces jardins. C'est en 2004 que Piet Hendricks et Sébastien Colnot ont présenté au public 2 nouveaux jardins de leur création. Le jardin de Bacchus et le jardin de Paillon. Nous sommes maintenant au cœur du jardin de Bacchus. Le jardin de Bacchus est octogonal. Et à l'origine, il y avait un earthwork, une pièce de land art, au milieu d'une prairie. Mais ça nous a donné tellement de problèmes pour l'entretien qu'on a dû l'enlever. Et on a changé donc l'intérieur du jardin de Bacchus entièrement il y a 2-3 ans maintenant. Et nous avons mis en place des jardins tout autour. L'earthwork n'existe plus, par contre le jardin, oui. Ça commence à prendre forme, j'espère dans 4 ans qu'il est en maturité. Tout autour, il y a des vignes, il y a plus de 1500 pieds. Il faut traiter avec des bouillies bordelaises. Ça demande beaucoup de temps et c'est contraignant. Donc si ça ne marche pas dans les 2 ans qui viennent, on va enlever toutes les vignes à l'intérieur et garder que la forme octogonale tout autour. Actuellement, le couple est l'unique artisan de ces jardins. La raison est d'ordre économique. La partie la plus lourde à gérer concerne l'entretien. Cependant, les jeunes apprentis qu'ils accueillent leur prêtent main forte. L'entretien, on le fait par rapport aux urgences. Si on voit que dans une partie du jardin, c'est urgent d'intervenir, on envoie les apprentis et on y va nous-mêmes pour faire le travail nécessaire. On joue un petit peu les pompiers là. Pourquoi? Parce que jamais le travail est terminé. Si on a terminé d'un bout du jardin, on peut recommencer là où on était il y a 1 semaine. Derrière le dernier rang de vignes, il y a le jardin de Paillon. Ça, c'est une œuvre de Karel Zijlstra, Dolce fare niente. C'est un bronze et le cercle dans lequel il se repose est en fer. Le jardin de Paillon, il est nommé d'après le médecin des dieux grecs. Un des dieux était tombé malade et le médecin l'a guéri avec les racines d'une plante. C'était une pivoine et après les pivoines ont donc reçu leur nom. Donc dans le jardin de Paillon, on a essentiellement des pivoines de Chine et pivoines de Japon.
mais aussi une collection là de roses de David Austin, le fameux obteneur anglais. Le label Jardin remarquable a été attribué à ce jeune jardin en 2006 pour l'encourager et le récompenser. De plus, pour l'avenir, Pete n'est pas à court d'idées, comme il me l'explique. Pour cet espace-là, on a encore un projet, on veut en faire une vraie chambre avec un sol de carrelage rouge ou bleu, ou les deux, mais complètement différent des végétaux. Il doit y avoir une vraie rupture entre l'extérieur de cette chambre et l'intérieur. Les photos seront faites par Marie, il y en a déjà qui existent. Donc on n'attend que faire le carrelage et puis les murs des ifs doivent monter encore plus haut. Il faut au moins 2,5 mètres. Ces paramètres réunissant de façon indissociable art et nature sont rares. Ils confèrent aussi un accent et une harmonie unique, dont le mélange entre le jardin d'art et de nature, ainsi traité à grande échelle, est le garant. Pour moi, ce travail, ce jardin, le contact avec les artistes, c'est un rêve qui s'est finalisé. J'aurais pas pu réaliser ce rêve aux Pays-Bas. C'est vraiment ici que ça s'est accompli.